à toutes et à tous. Nous sommes ici pour présenter ce cinquième webinaire Moi sans tabac sur le thème avec le docteur Pierre Héraudy, médecin addictologue appartenant à Arcas Sud. Aujourd'hui, vous êtes assez nombreux. Merci à participer. Merci à tous et à tous pour votre participation. Dans notre équipe du CRES, il y a Anya et moi-même qui sommes chargées de projet et représentantes du comité régional d'éducation pour la santé de la région PACA. Ce cinquième webinaire vous est proposé cette année dans le cadre du Mois sans tabac. Je rappelle que tous nos webinaires sont disponibles sur notre site Mois sans tabac en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur notre chaîne YouTube. Pour rappel, le CRES-PACA est un centre ressources généraliste en éducation de la santé et en santé publique. Et depuis 6 ans, le CRES détient le rôle d'ambassadeur régional de la campagne nationale du Mois sans tabac, aux côtés de l'ARS, de Santé publique France, mais aussi de plus de 250 acteurs en région. Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler du sevrage chez les jeunes. En France, la lutte contre le tabagisme s'est imposée comme une priorité politique nationale, surtout depuis les 30 dernières années. Et la promulgation de la loi E20 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme interdit notamment depuis 1991 la publicité et la vente au tabac aux mineurs de moins de 16 ans. Et d'autres mesures emblématiques de prévention du tabagisme auprès des jeunes ont été mises en place grâce aux différents plans cancer, puis par le programme national de la lutte contre le tabac. Les mesures telles que l'extension de l'interdiction de vente du tabac aux moins de 18 ans en 2009, la généralisation des paquets neutres en 2016 ou encore l'augmentation continue du prix du tabac ont également permis de contribuer à une baisse de 7 points de la prévalence tabagique quotidienne chez les jeunes de 17 ans sur la période 2014 à 2017. C'est une enquête qui s'appelle l'enquête Escapade. Toutefois, l'ambition politique vise pas seulement à réduire le nombre de fumeurs, en particulier des plus jeunes, mais surtout dénormaliser le tabac et la pratique du tabagisme. L'objectif politique affiché dans le cadre du dernier programme national de lutte contre le tabac, je rappelle de 2018 à 2022, entend à ce titre particulièrement cibler les jeunes générations et faire émerger une génération sans tabac d'ici les 10 prochaines années. Cependant, cette baisse tendancielle du tabagisme chez les jeunes masque d'importantes disparités, et notamment les jeunes scolarisés dans les établissements techniques et professionnels sont plus souvent issus de milieux sociaux moins favorisés que dans l'enseignement général et fument davantage que ceux dans les filières générales. En 2017, le niveau d'usage quotidien du tabac des apprentis âgés de 17 ans était 2 fois plus élevé que parmi l'ensemble des lycéens du même âge. 47,3% contre 22%, issus de la même enquête que j'ai citée tout à l'heure. Donc avec toutes ces données épidémiologiques, il est intéressant d'aborder justement cet accompagnement des jeunes au sevrage tabagique. Et nous avons le plaisir d'avoir le docteur Pierre Héraudy avec nous. Merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, car vous allez pouvoir nous présenter l'accompagnement du sevrage tabagique chez les jeunes. Du coup, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis, comme on vous a dit, médecin addictologue depuis pas mal d'années. J'ai été longtemps responsable du XAPA, de l'hôpital d'Antibes. Donc, j'habite sur Antibes. Les outils vont quand même être sensiblement les mêmes que l'on va avoir chez l'adulte, parce que les outils d'accompagnement sont pour toutes les consommations de tabac, que l'on soit chez les jeunes ou chez les adultes. Mais il y a des particularités qui font que cette prise en charge demande une approche quand même spécifique si on veut avoir une certaine efficacité. Voilà, donc pour introduire un petit peu cette formation, comment allons-nous pouvoir convaincre et comment allons-nous pouvoir aider ces adolescents à stopper ou à ne pas fumer? On sait que c'est une période qui est propice à l'apparition de conduites addictives, puisque on sort de l'enfance où on est à ce moment-là dépendant. Encore, on est un individu qui reste dépendant et on devrait
atteindre progressivement l'âge adulte et acquérir l'autonomie. Donc ce passage d'un comportement de dépendance à une autonomie, car on ne peut pas parler d'indépendance chez un être humain. L'être humain reste dépendant, mais autonome. Donc il a cette possibilité de toujours pouvoir choisir et ne pas éventuellement rentrer dans des dépendances qui seraient pas naturelles en quelque sorte. Donc, dans cette période d'adolescence, on est particulièrement fragile et malheureusement, on peut rencontrer des produits ou avoir des comportements qui finalement permettent de ne pas avoir l'effort à faire pour aller vers l'autonomie. Et le tabac est particulièrement présent à ce moment-là, puisqu'on peut le consommer, que finalement, mettant la cigarette à la bouche, on a quand même quelque chose qui peut rappeler le premier réflexe qui soulageait l'individu quand il est venu à naître, qui est la succion. Donc, malgré tout, il y a déjà quelque chose qui peut facilement être approprié avec la cigarette, c'est rien que le fait de tirer sur une cigarette peut aussi permettre d'avoir un certain soulagement, mais à la différence des sucettes du bébé, là on est dans quelque chose qui contient du tabac, et le tabac, lui, a un pouvoir addictif énorme, et il sera beaucoup plus difficile de se séparer de la cigarette que de la sucette. Bon, ça c'est un peu anecdotique quand même. Par contre, nous verrons qu'il y a plein de raisons aussi de prendre cette cigarette qui fait partie bien souvent du groupe dans lequel vit l'adolescent, et donc ne pas sortir du groupe, ne pas essayer d'aller vers l'autonomie, c'est toujours quand même quelque chose qui est plus facile que d'affirmer une différence. Pendant cette période, on est aussi dans une période de transition, et la relation avec l'adulte devient très complexe, puisqu'il y a quand même la nécessité d'être différent des parents, mais aussi de tous ceux qui sont dans le milieu éducatif. Et par contre, il va falloir quand même essayer de conserver le lien avec les adolescents et même de l'enrichir. Donc, comme on a un petit peu dit, le tabac, c'est déjà un facteur social plutôt, et ça commence comme facteur social qui permet finalement d'être inséré la plupart du temps dans l'entourage. Et donc, il reste encore valorisé culturellement et par les pairs surtout. Mais alors, on rentre dans un piège, car le pouvoir addictif du tabac est extrêmement fort, et l'adolescent qui commence peut avoir des difficultés à sortir ensuite de sa consommation. On ne débute pas parce que on veut être fumeur, on débute pour d'autres raisons. En général, on va commencer à fumer sans penser que ça pourra être quelque chose de définitif. En général, on va penser qu'on arrête quand on veut. Simplement, on ne met jamais l'essai d'arrêter sur la table, et une fois qu'on est piégé, c'est difficile de sortir du piège. D'autant qu'au moment de l'adolescence, le cerveau a quand même certaines particularités. Les fonctions exécutives ne sont pas encore matures. En gros, la maturité du cerveau, c'est autour de 25 ans. C'est là où on a acquis à peu près toutes les compétences. En attendant, il y a cette maturité qui se poursuit, et donc on n'est pas avec cette possibilité de choix aussi net que lorsque l'on sera adulte. On voit qu'il y a des difficultés à concevoir à long terme, on est dans l'immédiateté, dans le ressenti immédiat. Ça, on constate tout le temps qu'il y a une faible crainte du risque. Au contraire, on est là à tester que l'on vit, que l'on existe, et donc on se va se mettre facilement en danger, parce que
c'est la preuve que l'on est vivant. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est quand même important, parce que puisque le système dopaminergique a une activité plus importante, et alors que notre système inhibiteur sérotoninergique euh, est encore immature. Donc, on est toujours dans l'impulsivité, dans la recherche de nouvelles sensations. Vous savez que le système sérotoninergique est là pour nous permettre de nous adapter aux situations un petit peu difficiles. Mais la sérotonine s'épuise. Si en plus, chez l'adolescent, ce système n'est pas encore mature, on va être plus en difficulté pour rester dans une attitude adaptée, garder la main en quelque sorte. Regardez ce qui se passe pour illustrer un peu comment agit le système sérotoninergique qui nous apaise. Imaginons qu'on doit aller dans un lieu qui est éloigné de notre domicile, on y va, mais on n'a aucune urgence, donc on y va tranquillement. Il y a les embouteillages, mais c'est pas grave, si on arrive une demi-heure après, c'est pas catastrophique, donc on n'est pas du tout énervé, on est apaisé. Et puis tout d'un coup, un motard passe, touche notre rétroviseur, on regarde, il n'y a rien, non, il n'y a rien de grave, ça va. Donc on est adapté, on ne va pas s'affoler pour rien, et grâce à notre système sérotoninergique. On est dans une situation différente, on a un rendez-vous, on est pressé. Il est là, cet embouteillage, mais c'est terrible. Je ne vais jamais arriver à l'heure, c'est foutu. C'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir. Et là, on épuise complètement notre sérotonine et le moteur arrive, il touche le rétroviseur et qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce con? Déjà, je suis en retard et maintenant il me fait ça. C'est pas possible. Et voilà. Donc, on n'a plus la maîtrise de la situation. Et les adolescents sont un peu toujours dans ça, dans l'immédiateté, dans cette impossibilité de s'adapter. N'oublions pas non plus, je le dis là parce que je suis sur ça, et je pense que c'est intéressant, les ados sont toujours fatigués. Ils sont toujours fatigués parce que leur sommeil est de mauvaise qualité. On est toujours dans cette non-adaptation au niveau du cerveau. Le système de sommeil paradoxal n'est pas encore bien au point, on est toujours dans cette immaturité. Et donc un ado qui ait dormi 10 heures ou qui ait dormi 5 heures, il sera fatigué de la même façon parce que son sommeil est mauvais. Voilà, donc il y a cette fragilité particulière et qui fait que même si le tabac, naturellement, débute la plupart du temps à l'adolescence, eh bien, les spécificités de l'ado fait que ses habitudes et ses motivations pour fumer ne sont pas celles de l'adulte et on aura une attitude différente, aussi bien pour contrôler la consommation que pour aider à stopper. C'est vrai que la majorité des adolescents fumeurs souhaitent arrêter, mais comme ils sont déjà dans une dépendance importante, ce sera très difficile pour qu'ils y arrivent tout seuls. Ça, c'est la raison du pouvoir addictif du tabac. Alors, on a dit un petit mot tout à l'heure, que oui, les consommations diminuent. Si on suit l'évolution des consommations de tabac au moment de l'adolescence, en suivant ces consommations, on voit que les usages diminuent chez les jeunes depuis plusieurs années, mais chez nous, eh bien, ils sont toujours supérieurs à ce qu'on observe dans le reste de la population et également dans la plupart des pays voisins. Donc en France, on fume plus chez les jeunes que dans les autres pays, plus chez les jeunes finalement que chez les adultes, ou en tout cas dans une proportion plus importante que dans d'autres pays. Donc il y a à réfléchir quand même sur ces actions de prévention, de la même façon que on voit que le cannabis se situe aussi à des niveaux beaucoup plus importants qu'ailleurs et que ce n'est pas l'interdiction qui est ce qui nous va permettre d'éviter de consommer. C'est peut-être, il faut bien réfléchir sur les actions de prévention que l'on met en place et sortir bien sûr de l'interdiction qui n'a pas fait les preuves
de son efficacité. Les ados ont des représentations claires sur les dangers du tabac, sur le pouvoir addictif du tabac, et surtout si on les compare aux autres produits qui sont utilisés le plus souvent, l'alcool et le cannabis. Ils savent qu'on va être accroché plus facilement, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont ne pas être en danger, ne pas se mettre à consommer, d'autant qu'encore une fois, quand ils commencent, c'est pour essayer, c'est pour voir ce que c'est, et non pas dans l'idée que ça serait bien d'être fumeur. Et bien, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, c'est à nuancer ces résultats en fonction de l'origine sociale et de la situation scolaire des individus. Alors, comment on entre dans qui rentre dans l'usage quotidien? Bon, on voit que, on sait que la précocité de l'expérimentation et l'entrée dans le tabagisme sont des facteurs de risque très importants pour mettre en place une consommation à long terme et surtout une dépendance. On voit qu'en moyenne, chez les jeunes de 18 ans, on commençait à fumer vers 13 ans et demi. Et il n'y a pas de différence entre filles et garçons. Et ceux qui fument quotidiennement, ben, c'est autour de 15 ans, hein, aussi bien filles que garçons, qu'on commence à fumer vers l'âge, tous les jours, vers l'âge de 15 ans. Donc c'est quand même bien jeune. Si on va dans les années, ben, je ne sais pas moi, il y a 20 ans, 30 ans, ben, je pense qu'on fumait quand même beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il n'est pas principal d'aide. On est dans quelque chose qui est toujours autour de la banalisation. Les autres addictions, vous voyez, c'est 2% et moins pour des produits comme la cocaïne et les opiacés. Dans les maisons dans les deux structures, CJC, Maison des adolescents, qu'est-ce qui est demandé au niveau du sevrage tabagique et de l'arrêt de la consommation du tabac? Pas grand-chose. L'immense majorité des jeunes ne parleront pas de la consommation de tabac, ou ils n'abordent pas la question, ou ils l'abordent que rarement, et vous voyez qu'on est à plus de 70%. Donc, c'est rare que ce soit le motif de demande d'aide des ados. Les professionnels, par contre, vont en général poser la question sur les consommations de tabac. Ils vont l'aborder ou systématiquement ou souvent. Pour les maisons des ados, ben, c'est aussi la même chose. Hein. Bon, les ados ne demandent pas, ne parlent pas du tabac, ne parlent pas de l'usage du tabac. Les accompagnants non plus, bien que ce soit abordé de temps en temps par les parents. Comme les maisons des adolescents ont une mission d'accueil généralisée, ben, il apparaît que l'usage du tabac n'est pas au premier plan des problématiques des jeunes qui sont reçus ou de leur entourage. Et donc, on n'évoque que rarement cette problématique. Donc, c'est parce que l'on va avoir des échanges autour des autres types de consommation que va émerger le tabac. Et donc, il faut arriver à débanaliser cette consommation parce que finalement, c'est dans la normalité pour les jeunes et il n'y a pas cette notion de dangerosité, même si elle est connue quand on est jeune. Finalement, ça viendra, si un jour je suis malade, c'est dans pas mal d'années et donc je m'en fiche un peu maintenant. Comment ces structures vont faire pour prendre en charge ces consommations? Eh bien, que ce soit, déjà dans les consultations jeunes consommateurs, ils vont envoyer vers le XAPA. En général, c'est la structure de soins qui met en place les consultations jeunes consommateurs. Donc, c'est dans la logique d'envoyer vers le XAPA. Et pour le tabac, ben, c'est ce qu'ils font.
dans un certain nombre de cas, 30%, vous voyez, on va envoyer non pas vers le tabac, mais vers un tabacologue. Voilà, il y a une certaine particularité. Finalement, pour le tabac peut rester un peu en dehors des conduites addictives parce qu'il a une spécificité, c'est que finalement, il ne modifie pas euh, le fonctionnement intime, psychologique de l'individu. Hein. Et surtout, le tabac c'est rare, ne devient en général pas un objet unique. Lorsqu'on va vers des toxicomanies, pensons aux opiacés, à la cocaïne, et surtout si c'est sous forme de crack, ben, au fur et à mesure du temps, le produit devient le seul objet. On devient finalement, même si on ne dit plus, on ne qualifie plus l'addiction par rapport au produit, comme cocaïnomane ou héroïnomane, mais on devient quand même un consommateur d'héroïne et puis plus rien n'existe à côté. Et pareil, surtout au niveau du crack, finalement, ça prend toute la place. On le voit, c'est pareil pour l'alcool. Pour l'alcool, il faudra pas mal d'années. Mais le tabac sera toujours associé à une vie sociale normale, à une vie professionnelle normale. On ne joue pas sur ça. Donc il y a cette spécificité qui fait que, bien souvent, on peut orienter vers un interlocuteur unique, alors que finalement, pour toutes les autres dépendances, la prise en charge, en général, doit être multidisciplinaire. Parce que il y a des problèmes sociaux associés, il y a des problèmes de santé, il y a plein de problématiques qui ne peuvent souvent pas être prises en charge par un seul soignant. Pour le tabac, c'est possible. Dans l'immense majorité des cas. Parfois, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des problèmes psychologiques associés qui demandent une prise en charge multidisciplinaire, parfois psychiatrique. Hein. On voit que le tabac, quand même, l'usage du tabac est plus important lorsqu'on a des pathologies psychiatriques. Hein, dans les instituts psychiatriques, il y a plus de fumeurs que dans la société traditionnelle, parce que le tabac a une place plus importante au niveau de l'identification de la personne. Et là, ça sera quand même un travail d'accompagnement qui peut demander de multiples interlocuteurs. Donc, dans les maisons des adolescents, pareil, on va réorienter les fumeurs. Donc, toutes les addictions, ils vont aller vers les associations jeunes consommateurs qui sont spécifiques des addictions, alors que les maisons des adolescents sont vraiment des prises en charge généralistes. Donc, c'est l'interlocuteur quand même de référence. Et puis, s'il n'y a pas de demande de jeunes, la consommation de tabac devient en général une problématique très secondaire au regard des problématiques que présentent les ados. Et donc, dans la moitié des cas, il n'y aura pas de réorientation pour le tabac, la problématique étant bien ailleurs. Voilà pour ces institutions. Et on peut noter malgré tout que ce soit dans la maison des adolescents ou dans les CJC, les professionnels en général sont formés. Aux addictions, un peu moins dans les MDA, mais c'est normal, mais ils ont en général une formation tabac. Et dans les CJC, il y en a une grande majorité qui est formée en addictologie, mais et c'est logique, hein, l'orientation se fait la plupart du temps vers le centre de soins de référence. La mission de la CJC, c'est plus de l'accueil et de l'évaluation et de la motivation pour amener vers les soins. Et les soins, la plupart du temps, sont faits au niveau du XAPA. Voilà un petit peu en amont de la prise en charge,
comment se situent les problèmes. Et donc, on va rentrer maintenant, tranquillement, dans le sevrage ou l'arrêt de la consommation chez les adolescents. Vous verrez que enfin, je n'ai pas spécialement de protocole d'arrêt vraiment spécifique aux adolescents. C'est surtout la situation qui est particulière et qui demande de nous adapter. Et il n'y a pas, que ce soit en France ou ailleurs, c'est difficile de trouver des protocoles d'arrêt. Il y a des stratégies efficaces qui semblent se mettre en place, et ça tourne toujours autour de la dénormalisation de l'usage du tabac. Et donc, il y a des lieux où c'est entrepris depuis plusieurs années, puis en Floride ou au Québec, hein, souvent on a des actions de prévention au niveau du Canada qui sont assez bien efficaces. Et donc, quand on travaille sur cette idée de débanaliser, de dénormaliser l'usage du tabac, on a des résultats qui sont convaincants en termes de baisse du taux de tabagisme. Donc, sortir de cette idée que ça fait partie des choses à tester et qui n'auraient pas de conséquences, puisqu'elles seraient dans les années futures et pas immédiates. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ben, comme dans toutes les addictions, il faut repérer. Et puis, tout le monde est capable de faire ce qu'on appelle une intervention brève. L'intervention brève, c'est par définition quelque chose de très rapide. On pose la question, est-ce que vous fumez? Si on dit oui, eh bien, on va donner au minimum une information ou un conseil. Donc, il y a des clients à donner, des brochures, on peut donner des adresses de sites où on parle des consommations de tabac, on peut évoquer les bénéfices de l'arrêt, et puis comment on pourrait être aidé si on voulait arrêter. On peut, si la personne, si le patient, si le jeune est un petit peu intéressé par cette démarche, donc compléter par avez-vous déjà envisagé d'arrêter de fumer? Donc on a eu la réponse, fumez-vous? Et puis avez-vous déjà envisagé d'arrêter? Ben, si c'est oui, ben, commencez à évoquer le fait qu'on pourrait peut-être en parler, ou éventuellement dans une autre consultation, donc pour avoir le temps. Le fait de poser systématiquement la question est efficace. Chez les ados, certainement moins que chez les adultes, mais ben moi j'ai eu l'exemple d'un de mes internes qui, c'était quand j'étais installé en ville encore, donc je posais la question sur le tabac à tous mes patients fumeurs, ou non fumeurs si je ne les connaissais pas. Donc, c'est Prochaska et Dick Clement qui ont mis en évidence ces différents stades. Vous n'aurez pas le joli schéma. Et on va rentrer dans la prise en charge. Donc, chez les adolescents, là, on est dans quelque chose de bien particulier. C'est que, comme ils commencent leur consommation, ils sont en général au stade de pré-intention. Il serait illusoire de leur proposer d'arrêter de fumer immédiatement. Et donc, il va falloir quand même commencer à parler des avantages et surtout des inconvénients qu'ils ont à fumer. Ça peut être le prix, ça peut être, en général, ce n'est pas les problèmes de santé, mais il peut y avoir des sportifs. Chez les ados et qui font un peu de sport, bien souvent, souvent, ils arrêtent un peu certaines activités, ils rentrent dans un autre groupe. Mais ceux qui restent dans le sport, bah, on peut insister sur la non-cohérence d'être fumeur et d'être sportif, parce que quand on est sportif, quand même, on a un respect de son corps, de sa santé, et ce n'est pas cohérent de se mettre à fumer à ce moment-là. On peut déjà proposer de réduire les consommations. On peut proposer des traitements de substitution nicotinique, hein, ce n'est pas interdit. On pourra aussi évoquer la vaporette, puisqu'on en parlera.
déjà, si on réduit, c'est déjà quand même toujours mieux hein, de fumer 2 cigarettes que 10 ou 15. Malgré tout, dès qu'on commence à proposer de changer de comportement, ben, il est préférable d'accompagner, de soutenir cette action par un professionnel de santé. Moi, je pense qu'il est fondamental de proposer autrement de fumer et donc d'expliquer les mécanismes de dépendance, hein, de bien faire comprendre que quand on est dépendant à quelque chose, tout devient automatique. L'exemple de la respiration est facile à sortir, on n'a pas besoin de réfléchir. Si l'on doit respirer un peu plus vite, parce qu'on fait un effort. Notre cerveau sait qu'il manque un peu d'oxygène et il va commander automatiquement l'augmentation de la fréquence respiratoire. C'est automatique, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Quand on est dépendant pour quelque chose qui n'est pas naturel, eh bien, l'action va devenir automatique. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de conscience de ce que l'on fait. Imaginons quelqu'un qui ait un trouble du comportement alimentaire, il va passer devant une pâtisserie où il y a de beaux gâteaux, ben, ça va lui donner envie, il va l'acheter. Si on n'a pas de trouble du comportement alimentaire, on passe devant, on trouve que le gâteau est bien. Si on n'a pas mangé de dessert et que oh, ben, ça tombe bien, ben, je vais l'acheter, mais c'est une décision réfléchie. Si on n'a plus faim, ben, on dit ben, c'est une bonne adresse, j'essaierai la prochaine fois de venir acheter mon dessert ici. Voilà, c'est quelque chose de décidé, de réfléchir. Et bien maintenant, il va falloir que pour fumer, on essaye d'être dans la conscience du fait qu'on fume. Donc, il faut proposer à notre jeune de savoir qu'il met une cigarette à la bouche, qu'il ne la mette pas automatiquement, qu'il ait conscience qu'il la porte à sa bouche. Et derrière, qu'il ait conscience, avant de l'allumer, de savoir un petit peu pourquoi il allume. Que ça soit quelque chose de réfléchi. Là, j'en ai envie, c'est pour le plaisir, je vais le faire, mais que je sache que c'est pour ça. Que ça ne soit pas allumé machinalement. Parce que je fume parce que je suis avec les autres, je fume parce que je m'ennuie, je fume pour quelle que soit la raison, mais qu'il y ait une conscience. On ne va pas juger, on ne va pas lui demander à ce moment-là d'aller beaucoup plus loin, mais rien que le fait de savoir que chaque fois qu'il s'ennuie, il va fumer, ben peut-être qu'un jour il dira, mais finalement, ça ne change pas grand-chose à mon ennui. C'est juste une illusion, mais on pourra y revenir par la suite. Donc, oui, c'est de toute façon ce que l'on proposera à tous les patients qui sont dans une demande. J'avais un changement. Avant de changer, il faut quand même fumer différemment. Ah, c'est dommage parce que chaque fois que j'ai, je sais plus ce que j'ai, chaque fois que j'ai des schémas ou des petites choses, ça ne ressort pas. Je ne sais plus ce que c'est là. Tac. Ça apparaîtra, de toute façon dans le compte rendu final de ce webinaire. Donc là, je suis sur les entretiens. Attends, je vais mettre là. Je suis. Donc j'avais quelque chose qui était. Donc j'avais des petites informations sur les obstacles à la communication, parce que si on veut communiquer efficacement, donc on a deux petits diapos qui sont où on ne les voit pas. Il faut savoir que si on donne des directives, si on donne des ordres, si on menace, si on fait peur, si on juge, si on critique, si on blâme, bon, tout ça, on le sait plus ou moins, mais c'est des obstacles à la communication. Argumenter, contrer, c'est pas bon. Donc il faut être vraiment dans le non-jugement, dans l'accompagnement, dans l'écoute. Ridiculiser, humilier, et il ne faut pas non plus faire de l'humour, parce que ça peut être mal pris. Poser trop de questions, mais aussi ne rien dire, être d'accord ou quoi, il ne faut pas que ça soit excessif.
Essayer de convaincre, ça ne sert à rien. Interpréter non plus, et puis il ne faut pas non plus trop rassurer, soutenir ou sympathiser. On va soutenir quand on est dans l'action, mais pas quand on est dans la préparation, les choses comme ça. En fait, c'est après. Chaque chose doit avoir sa place. Et pour avoir une action efficace, on va essayer d'être dans une attitude qui est celle des entretiens motivationnels. Donc, dans toutes les conduites addictives, nous devons avoir une approche spécifique qui est celle des entretiens motivationnels. Vous avez vu qu'on doit passer par un certain nombre de stades, mais pour y arriver, l'entretien a cette particularité et on définit l'entretien comme un entretien motivationnel. Qu'est-ce que ça a de spécifique, ces entretiens? C'est qu'on pose des questions ouvertes. Des questions ouvertes, cela permet d'inviter le patient à s'exprimer. Si on est dans une question fermée, on va dire oui, on va dire non. Vous fumez en mangeant, vous fumez à chaque repas, oui, non, non. C'est mieux d'essayer de trouver une façon où est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous fumez de façon régulière, voilà. Il faut que le patient puisse s'exprimer et qu'il n'ait pas à répondre que par oui ou par non. Cela permettra qu'il exprime ce qui est important pour lui. C'est ce qu'on veut qu'il fasse. Ça va permettre d'avoir l'écoute réflexive adaptée. Et on s'aperçoit que ça ne prend pas de temps. Une personne ne va en général pas spontanément dépasser les 2 minutes de temps de parole. Donc, c'est bref. On ne va pas, c'est pas parce qu'on a des questions bien préparées où on a oui et non, bon, on aura moins d'informations, certainement, puisqu'il ne va pas y avoir d'informations sur la spécificité du patient, et on ne gagne pas de temps, puisque l'expression naturelle est toujours brève. L'écoute réflexive, c'est éviter d'interrompre. Hein, on l'a vu, on fait une question ouverte, on donne le temps de réponse, s'il n'est pas long, pas interrompre. Il faut éviter les obstacles à la communication, de rigoler, de juger, ou tout ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Cette écoute permet de recueillir les données, de voir un petit peu où on en est et ce que veut faire le patient, permet de repérer des émotions et des valeurs, et surtout, le patient se sent compris et considéré, ce qu'on appelle une écoute réflexive. Ensuite, il y a un temps quand les choses se posent, quand on a fini un petit peu un paragraphe, un questionnement, ben on va résumer. On va résumer pour essayer de recueillir les données ambivalentes. Ce qui fait que finalement, on reprend l'intérêt, les avantages, les inconvénients de fumer, et puis voir un petit peu la cohérence de ces choses. Mettre en évidence des dissonances. Il faut lier toutes les choses qu'on a pu entendre et les présenter aux patients, les redire. Ça va montrer qu'on a compris, que l'on l'a entendu. On peut faire des petits résumés de ce qui s'est passé, intermédiaire. On peut faire des résumés de transition. On résume pour après compléter et avoir d'autres informations ou stopper et passer à un autre sujet. C'est fondamental. Et puis, ben, notre attitude doit être empathique. Hein. On dit toujours, ce mot, il est toujours bien souvent dit et pas toujours bien connu, enfin, ou bien compris. C'est-à-dire que quand on est empathique, on comprend, mais on ne va pas adhérer. On comprend les émotions du point de vue de l'interlocuteur, on les comprend, mais on ne va pas adhérer, on ne va pas juger. On reste dans une certaine neutralité. Qu'est-ce qu'il y a comme autre attitude qu'on pourrait avoir? Si on s'en fout, on est apathique.
On peut être antipathique parce qu'on va minimiser les choses, dire que ça n'a pas d'importance, ou au contraire, être dans la sympathie parce que finalement on a de la peine avec lui, on comprend que c'est bien difficile. Mais c'est pas, toutes ces attitudes ne sont pas adaptées. Comprendre et ne pas exprimer, rester dans une certaine neutralité, c'est là qu'on est dans quelque chose que l'on va nommer l'empathie. Donc ça, c'est les attitudes que l'on doit avoir. Et donc, si on prend en charge, là, on commence la véritable prise en charge quand le patient entre dans le stade d'intention. On est en pré-intention, on a dit, il faut qu'on le mène à un stade supérieur qui sera en premier celui de l'intention. Parce que là, on est dans quelque chose où l'entretien motivationnel va pouvoir avoir une meilleure efficacité. Donc, il ne faut pas avoir peur, quand on a un jeune qui n'a pas du tout envie de changer, de se limiter à l'information, à lui faire un petit peu trouver les raisons qui pourraient l'amener à aller vers l'intention. Donc, parce qu'il commence à réfléchir sur ce qui pourrait avoir comme avantage de changer. Mais c'est parce qu'on arrive à ce stade d'intention que l'on va pouvoir agir de façon plus efficace. Là, il y a des outils. Hein. Le plus connu, c'est la balance additionnelle. Et donc, on essaye de motiver le patient pour qu'il envisage de commencer par au moins réduire ses consommations. Donc, là encore, les schémas ne passent pas chez vous. Donc, au moins de savoir quels sont les outils, parce que il y a quand même pas mal d'ados qui aimeraient changer. Le changement, c'est le changement de comportement. Ce n'est pas obligatoirement l'arrêt. Hein. Quand on va arriver au stade d'après, qui est le changement, ce n'est pas obligatoirement l'arrêt. C'est un changement dans mon comportement. Donc, si le patient souhaite arrêter de fumer, c'est vrai que c'est mieux que l'accompagnement soit réalisé par un professionnel de santé. Parce qu'on peut avoir un soutien psychologique et puis des traitements médicamenteux, si c'est nécessaire, que l'on peut proposer. La proposition d'arrêt se fera en général pas à la première consultation. On a vu un peu tout à l'heure qu'il y a une préparation et que cette préparation est très importante. Quelqu'un vient, on va préparer l'arrêt qui pourra se faire dans 10 jours, dans une semaine ou dans un mois. Mais entre-temps, il va falloir préparer ça. Et la préparation, on a vu que c'était une façon différente de fumer. Donc on a dit, il faut que le patient sache qu'il fume. Donc avant il faut qu'il sache qu'il met une cigarette à la bouche, qu'il sache pourquoi il fume. Et s'il est dans cette intention de changer, eh bien il va falloir qu'il fasse encore une autre démarche. Si je n'avais pas ma cigarette, comment je ferais? Donc on a un stade supplémentaire. Je fume parce que j'en ai besoin. Là, ça fait 2 heures que je n'ai pas fumé, je suis en manque. Donc, on est dans le côté physique de la dépendance. On peut très bien proposer de tester de la nicotine pour voir si ça permettrait de ne pas prendre cette cigarette qui devient nécessaire et d'évaluer la place de la nicotine. Là, bien entendu, si c'est pour tester la nicotine, on ne va pas proposer un patch qui mettra 1 heure pour agir. Donc, on va proposer une gomme, une tablette, peut-être un inhalateur, on verra. Et on aura une action immédiate et ça nous permettra, et ça permettra surtout aux patients de voir si cette cigarette est vraiment de l'ordre de la dépendance et qu'ils puissent tester l'intérêt d'avoir de la nicotine, puisque la nicotine est quand même la substance dans le tabac qui, finalement, est la substance qui donne la dépendance physique. Si c'est parce que c'est un rituel, eh bien, il va falloir qu'il envisage comment il ferait
si il a sa cigarette après le café, que c'est un rituel. Est-ce qu'il pourra boire un café sans cigarette? Ou est-ce qu'il lui faudra peut-être arrêter le café quelques jours pour que le rituel change? Ou changer de rituel? euh, Rentrer, mettre de la musique ou de se détendre différemment qu'avec sa cigarette. Si c'est social, si c'est parce qu'à ce moment-là, on est dans le groupe, on est entraîné par les autres, comment je vais faire si je n'ai pas ma cigarette? Est-ce que je vais ne plus aller à la pause avec les collègues, ne plus aller à l'extérieur devant l'établissement et rester avec mes amis sans la cigarette, ou il faudra que je trouve une compensation si je n'ai pas ma clope. Donc, chaque cigarette a une place particulière et il faut avoir une solution pour chaque cigarette. Donc, c'est pour vous dire que la préparation peut être un petit peu longue, mais elle est nécessaire pour pas que, justement, on ait les inconvénients de l'arrêt et que ces inconvénients soient impossibles à gérer. On pense en particulier, donc si je n'ai pas ma solution, je vais compenser. Et c'est là où finalement peut-être je vais grignoter parce que je vais remplacer ma dépendance au tabac par un autre comportement, mais qui me permet de mieux supporter. Et donc, au lieu de prendre 1 ou 2 kilos, ben, j'en prendrai plus parce que je vais énormément grignoter, mais c'est parce qu'il faut compenser quelque chose. Alors, les traitements médicamenteux sont recommandés pour soulager les symptômes de sevrage et réduire l'envie de fumer, prévenir des rechutes. On est avant tout autour des substituts nicotiniques, qui sont des médicaments de première intention et qui peuvent être prescrits dans la stratégie d'arrêt. Alors, d'emblée, on va pouvoir les prescrire aussi, comme je vous l'ai dit, dans la réduction de la consommation, qui viserait à un arrêt ultérieur. On peut très bien proposer de prendre un certain nombre de substituts nicotiniques, gomme, tablettes, inhalateurs, dans la préparation à l'arrêt. On peut très bien prendre de la nicotine et diminuer les consommations avant de décider le changement, l'arrêt total, ou non, et éventuellement, si les personnes ne sont pas prêtes à arrêter, hein, parce qu'on ne pourra pas les obliger à arrêter s'ils n'en ont pas envie. Il est préférable que l'arrêt se fasse dans le cadre de consultations dédiées. La fréquence recommandée des consultations est au départ au moins hebdomadaire, puis mensuelle pendant 3 à 6 mois qui suivent. Il faut quand même être présent, ne pas penser que tout est gagné parce que ça fait 1 mois, ça fait 15 jours, ça fait 1 mois qu'on a arrêté de fumer. Voilà. Je pense qu'il est important aussi, mais ça va être au moment de l'arrêt, de pouvoir assurer un contact. Même si le rendez-vous est dans 1 semaine, la personne a décidé d'arrêter un jour, il serait bon qu'elle puisse, si elle est en difficulté surtout, pouvoir nous contacter 48 heures ou 3 jours après. L'idéal serait tiens, c'est très difficile, j'ai envie de fumer, ben, plutôt que de prendre la cigarette, essayez de rappeler pour avoir un conseil, pour réévaluer les choses et voir si finalement on ne pourrait pas attendre un peu avant de sauter sur la cigarette. Alors, lors de la première consultation, lorsqu'on décide d'accompagner pour arrêter de fumer, là on est dans des attitudes qui sont spécifiques pour tout le monde. Hein. On a vu que les ados, leur particularité, c'est que souvent ils sont dans le stade indéterminé, donc on n'est pas encore dans une consultation pour arrêter, mais peut-être que comme s'ils ne sont pas trop dépendants ou s'ils ont une motivation importante, on peut arriver à agir assez rapidement. Et donc, il va falloir, comme toujours, situer le patient dans les stades du changement pour avoir une attitude adaptée. Hein. Je suis dans la préintention, il faudrait que j'aille vers l'intention. On doit chercher des raisons de changer. Mais je suis dans le désir d'arrêter, de changer de consommation, donc je vais agir en conséquence. On va mesurer la dépendance, ça c'est important.
D'abord, ça permet de situer la personne, qu'il ait quelque chose d'un peu matérialisé. Donc, il y a le test de Fagerström, et puis il y a les dosages de CO avec l'appareil de détection du CO. On analyse les autres conduites. Il ne faut pas oublier de savoir si il y a beaucoup de consommation d'alcool, mais aussi de café, ou s'il n'y a pas un trouble du comportement alimentaire. Il faut dépister les troubles dépressifs. Alors, chez les ados, c'est vrai que le terrain dépressif est présent et c'est quand même ce qui peut poser problème. Est-ce qu'il y a des antécédents de dépression connus? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'ITS? Comment il se sent? Donc, on a des échelles quand même que l'on peut donner. Il y a l'échelle pour mesurer la dépression et l'angoisse. Donc, c'est quand même assez facile à donner et à faire remplir. Donc, on voit si le terrain est plutôt anxieux ou dépressif. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le tabac, quand on va fumer, on va avoir une action antidépressive, plus que anxiolytique, surtout antidépressive. Parce que dans la combustion du tabac, il va y avoir la formation d'IMAO. Vous savez, c'est une famille d'antidépresseurs. Et donc, on a à disposition, dans les secondes qui suivent, puisque quand j'inhale de la fumée de tabac, ben dans les 7 secondes, j'ai l'action de ce qu'elle contient. Donc, si j'ai des antidépresseurs, je vais avoir une action antidépressive pratiquement immédiate. Alors, ce ne sont pas des quantités importantes, mais je l'ai en permanence et je l'ai à la demande. Donc, il faut en tenir compte, parce que s'il y a un terrain dépressif, c'est sûr que ça va aggraver l'état et c'est une contre-indication à l'arrêt sans aide médicamenteuse. Voilà, c'est la seule vraiment contre-indication immédiate ou non accompagnée d'arrêt du tabac. C'est vraiment c'est la dépression. Il faut identifier les craintes. On a vu que la prise de poids est souvent une crainte majeure. On peut avoir peur du manque, on peut avoir des troubles de l'humeur, mais cette prise de poids, on a vu que si je grignote et si je grossis plus que de normal, c'est parce que finalement, j'ai besoin de compenser cet arrêt-là. Et j'ai à disposition le fait de pouvoir grignoter, de pouvoir manger du sucre et de mieux supporter l'arrêt, mais la prise de poids elle est liée à la prise en excès et en compensation d'aliments. Et donc, il faut bien rassurer le patient que si il a bien préparé, bon, il y aura une différence de poids, mais elle va être minime. Classiquement, elle est de 2-3 kilos en raison du métabolisme qui est moins important quand on est fumeur, enfin qui est moins important quand on est non-fumeur que lorsqu'on est fumeur. Et donc, il y a cette petite différence, mais ce n'est pas les 10 kilos ou les 15 kilos que peuvent avoir comme prise de poids des gens qui, finalement, compensent l'arrêt du tabac par l'alimentation. Il faut bien rechercher les arrêts antérieurs qui ont pu avoir lieu et puis pourquoi il y a eu la reprise, pour que, justement, il y ait la prise de conscience sur qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là. Alors, pour le test de Fagerström, le plus simple, c'est de prendre le simplifié, puisqu'au moins il n'y en a que 2 questions, qui suffisent largement pour savoir si la personne est très dépendante ou non. Il suffit de savoir la quantité. Vous voyez que si on est avec de faibles quantités, ça donne peu de points au niveau de la dépendance. Et on est dans des grandes quantités, on a beaucoup de points sur la dépendance. Et pareil, la deuxième question, c'est sur la première cigarette. Moins de 5 minutes après le réveil, 6-30 minutes, plus d'1 heure. Et là, on a un test qui est beaucoup moins important. Quand on a des chiffres très bas, 0,1, il n'y a pas de dépendance. On peut dire qu'il n'y en a pas. Si on est à partir de 2, 3, des dépendances modérées, donc on est dans les deuxièmes questions, la deuxième réponse, et très forte à partir de 4.
Donc, deux questions, c'est facile à poser et c'est facile d'analyser. Pas la peine, enfin, on peut toujours faire donner un papier de texte de fin complet avec les 10 questions pour que le patient le remplisse lui-même. Mais dans la consultation, on peut se limiter à ça. Il y a le CO-testeur. Vous savez, c'est ce petit appareil dans lequel on souffle et qui va mesurer le taux d'oxyde de carbone. S'il y a une différence, alors vous savez, c'est coloré, on a une échelle où c'est coloré, quand on n'est pas dépendant ou quand il n'y a pas d'oxyde de carbone, on est dans le vert, et plus il y en a, plus on est dans le rouge, en passant par l'orange sur l'échelle. Et donc, imaginons qu'il y ait une discordance entre le phagophone et le CO-testeur, on privilégiera le CO-testeur. Donc, c'est bien. Et en plus de ça, ben, c'est le patient qui fait, qui voit, ça matérialise bien l'usage de son tabac, le danger avec de l'oxyde de carbone, c'est quand même pas l'idéal dans le sang à la place de l'oxygène. Voilà, ça va quand même ne pas être le meilleur pour nos tissus et nos cellules, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les garder en bonne santé. Donc c'est mesuré après avoir pris une cigarette une demi-heure ou une heure avant, il ne faut pas que ce soit immédiat. S'il y avait des cigares, mais chez les jeunes, j'ai laissé le brut, mais ce n'est pas en général des fumeurs de cigares, mais ça surestime parce que en général, il y a qui va être plus perturbé, mais ce n'est pas pour autant qu'on est dépendant physiquement. Et pour un fumeur de cannabis, là par contre, on a une intoxication très importante. Vous savez que le cannabis se consomme très mal, il y a plus de déchets. Donc, fumer du cannabis, c'est pire que fumer du tabac par rapport à la santé physique, par rapport aux poumons. Ça, c'est bien aussi d'y penser parce que si on fume du cannabis, bien montrer que c'est pas anodin. Hein. On sait qu'un joint, c'est à peu près 5 ou 7 cigarettes. Pourquoi? À cause de la combustion. Hein. Le cannabis brûle mal, alors que le tabac brûle bien. En brûlant mal, il y a plus de déchets, c'est obligatoire. Quand vous mettez dans votre cheminée des bois qui brûlent mal, il y a plus de déchets, il y a plus de suie, il y a plus de crasse. Et c'est logique. Et là, c'est ce qui se passe avec le cannabis. Donc, quand c'est associé, c'est vrai que c'est le tabac qui crée le plus de dépendance. Mais au niveau de la combustion, c'est le cannabis qui fait le plus de dégâts au niveau respiratoire. Des exemples de conseils d'arrêt. Donc, arrêter de fumer, c'est vrai que c'est quand même quelque chose au niveau de la santé, c'est fondamental. Hein, les dégâts que fait le tabac, c'est quand même terrible. Donc, oui, il faut toujours insister sur ça. Que celui qui a envie d'arrêter, il faut qu'il puisse se faire aider et on est là pour essayer de l'aider. Que ça sera plus facile d'être aidé que d'essayer tout seul. Quand on tombe sur quelqu'un qui est un petit peu malade, oui, on peut insister sur le fait que c'est peut-être la bonne occasion pour arrêter, pour de nouveau retrouver sa liberté. Que fumer même peu et occasionnellement, c'est pas négatif, c'est toujours négatif, hein, ça a toujours un côté dangereux, que c'est jamais trop tard, ou c'est toujours mieux de commencer le plus tôt possible, que si encore une fois quelqu'un est malade, ou asthmatique ou quoi, ça ira beaucoup mieux s'il n'est pas fumeur. Et on sait que de toute façon, chez un enfant qui est dans un environnement fumeur, il y a plus d'infections respiratoires. Alors, maintenant, on va arriver aux moyens thérapeutiques d'aide. Hein. On a vu qu'il y a le soutien, le suivi psychologique, et puis on a beaucoup insisté, il faut toujours insister sur les entretiens motivationnels, puisque c'est ça qui amène le patient à avoir envie de changer quelque chose.
c'est pas la peine d'espérer le faire changer s'il n'en a pas envie. Donc, il faut travailler sur le désir du patient. Moi, je dis toujours que si on n'y arrive pas, c'est que peut-être on n'a pas assez envie. C'est pas trop une question de volonté. La volonté vient du désir qu'on a de faire quelque chose. Je vais avoir la volonté de faire un marathon, d'aller sur le Mont Blanc, si j'en ai le désir. Si j'ai pas envie d'aller sur le Mont Blanc, je n'aurai jamais la volonté, la force d'y arriver. C'est pareil pour faire un marathon. Donc on est dans une épreuve qui est humainement possible. Il y a plein de gens qui arrivent à arrêter de fumer. Il y en a qui arrivent tout seuls, parce qu'ils sont arrivés au bout de leur cheminement. On a vu tous ces stades, ils arrivent au bout, ils n'ont plus qu'un désir, c'est de changer. Il n'y a plus qu'à basculer et de faire l'effort pendant quelques jours. Mais c'est un effort qui est possible, puisqu'il y en a qui arrivent. De façon classique, on dit que 2 personnes sur 3 arrivent seules. Hein, c'est plus facile quand on est accompagné, mais on peut y arriver seul. C'est un moment de décision, mais parce qu'on a fait son parcours, parce que sans y penser, on est passé par les différents stades. Et donc, on arrive au bout du chemin et puis on n'a plus qu'à traverser la difficulté. Donc, ce suivi psychologique et les entraînements motivationnels, c'est fondamental. Et derrière, ben, il y a ce que l'on peut apporter de plus. Sur le plan médical, il y a les substituts nicotiniques, il y a les médicaments, mais pour les ados, ce n'est pas la peine d'y penser. C'est le Champix, c'est le bupropion, c'est surtout le Champix aujourd'hui. Il n'y a pas de contre-indication, mais pour moi, pas, on ne va pas en prescrire chez les ados, parce que pour moi, c'est les personnes qui sont en urgence, sur lesquelles je vais envisager un traitement médicamenteux. On brûle un peu les étapes, parce que ça va être plus facile d'arrêter, parce qu'il y a moins besoin de motivation, et on brûle les étapes. Donc le risque de rechute est important, parce qu'on n'a peut-être pas fait le cheminement total, et après il est difficile, une fois qu'on a fini le protocole avec les médicaments, parce que ça s'arrête à un moment, c'est difficile de les reprendre. Donc, chez les enfants, chez les jeunes. Et la vaporette, qui est une aide aujourd'hui que l'on a à disposition et qui peut être utilisée. On verra ça. Les substituts nicotiniques, vous devez les connaître à peu près. Et donc, on peut les prescrire chez les ados, hein, il n'y a pas de raison. Les patchs, il y a des tailles différentes qui contiennent des quantités de nicotine plus ou moins importantes. On va mettre des gros dosages quand il y a une grosse dépendance. Donc, le paquet par jour, la cigarette dès le matin, on est avec un dispositif de 21 mg. Et puis, on met des dosages moins importants quand la dépendance est moins forte. Il y a des boîtes de 28 patchs, il y a des boîtes de 7 patchs, il y a des prix. Aujourd'hui, ces prix, bon, on peut les effacer puisqu'il y a un remboursement s'il y a une prescription. Il y a des marques différentes. Il y en a qui marchent sur 24 heures, d'autres sur 16 heures. Je pense qu'il faut toujours commencer par des patchs sur 24 heures. Et puis, si les gens ont des difficultés de sommeil, se réveillent ou sont embêtés, ben, on passera à des patchs qui ne durent pas les 24 heures. Le patch ne marche pas dans l'immédiateté. Hein. Il faut 1 heure pour que la nicotine qui est dans le patch agisse. Donc, il y a un temps de latence. Il faut le savoir. Mais si on met un patch tous les jours, finalement, on a de la nicotine résiduelle et puis on change son patch toutes les 24 heures et donc on est en permanence sous nicotine, avec une nicotinémie suffisante. En dehors des patchs, eh ben, il y a les comprimés, les gommes. Les comprimés, c'est des tablettes là, qui fondent, donc de 2 dosages, 2 et 4 mg. Il y a des boîtes de 96 gommes environ. Le prix, là aussi, prise en charge. Et les inhalateurs. Donc, dans les comprimés, alors, on peut associer comprimés, gommes et patchs. On peut commencer, on avait vu, hein, pour tester un peu la dépendance à la nicotine avec des comprimés, avec des gommes, pour voir ce que ça donne. Ça agit beaucoup plus vite, c'est par voie sublinguale, et donc ça va agir très vite.
Si on associe, ben, on peut mettre des 2 mg, mais si c'était tout seul, on peut mettre des 4 mg. Et puis, il y a des inhalateurs avec des cartouches que l'on va inhaler. Et ça, si je ne me trompe pas, l'inhalateur ne sera peut-être pas ne devrait pas être pris en charge. Donc, vous avez des boîtes de gomme avec des saveurs différentes. Alors, ce sont des gommes à sucer et pas des gommes à mâcher. Si on mâche en permanence comme un chewing-gum, on va avoir trop de nicotine et on va avoir des effets indésirables de la nicotine. Les tablettes, ben, souvent le goût ne nous plaît pas. Parce que de toute façon, la nicotine, naturellement, ça a très mauvais goût. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des saveurs. Et c'est vrai que dans la gomme, je pense qu'on sent moins le goût qu'avec les tablettes. Et souvent, les tablettes ne plaisent pas trop. Ensuite, des comprimés fabriqués, des tablettes, des comprimés à sucer, l'inhalateur, donc on fait des inhalations. Ça peut ressembler un peu plus à la cigarette, ça peut plaire. Comment on évalue la posologie? Ben, c'est en fonction. Le bon dosage, on est bien, on n'a pas trop d'envie et puis on n'a pas d'effet indésirable. Si on est sous-dosé, ben, on aura envie de fumer, c'est normal, on sera énervé, on aura envie de grignoter et vous voyez qu'avec les substituts nicotiniques, on évite un petit peu la compensation par le grignotage et on l'évite d'autant plus qu'on est bien dosé. Et si on est surdosé, ben là, on n'aura pas envie de fumer, mais on aura des nausées, on aura un peu de tachycardie, ça sera désagréable. Il faut bien savoir que finalement, il n'y a jamais de risque de donner la nicotine et que ça n'a jamais tué un fumeur et que, en plus de ça, le fumeur s'autorégule. Lorsque finalement il n'a pas besoin de nicotine, s'il allume machinalement une cigarette, eh ben, il ne va pas la finir, il va l'arrêter, il va l'oublier. Et puis, s'il tire trop sur sa cigarette, ça ne va pas lui plaire et naturellement, il va changer. Donc, comme il y a cette autorégulation, il ne faut jamais avoir peur d'en donner un petit peu plus et puis d'ajuster par la suite. Hein. C'est plutôt de ne pas en donner assez qui est ennuyeux parce qu'on va avoir envie de fumer et donc ça va être plus difficile. Il vaut mieux que ce soit un peu dans le sens contraire. En général, quand on commence un traitement nicotinique, eh bien, on en a pour 2-3 mois, hein, en diminuant les doses progressivement tous les mois, toutes les 4 semaines. Logiquement, il faut revoir le patient. On a vu qu'au début, on le voit toutes les semaines, après on le voit tous les mois. Donc, logiquement, c'est recommandé de voir le patient plutôt que de marquer un traitement de 3 mois. On peut avoir des schémas modifiés suivant les circonstances, on peut raccourcir parce que le patient déjà il oublie ou il ne fait pas bien, on ne va pas lui imposer de prendre plus longtemps. Et on peut aussi prolonger après les 3 mois si on a toujours envie de fumer, s'il y a des périodes d'anxiété en raison de soucis particuliers, si on est tenté en fonction de l'environnement, donc pas avoir peur de prolonger, il n'y a pas de danger. Hein. C'est bon. Et puis on a la cigarette électronique, la vaporette, Comède. Voilà. Donc, ça n'a pas au niveau électronique, ça n'a d'électronique que le nom. Hein. C'est pas comme un ordinateur ou autre chose. L'étiquetage, il est moyen, mais il s'améliore. On peut avoir la nicotine, non. Et les dosages avec les nicotines ont des concentrations qui peuvent aller de 6 mg à pratiquement 20 mg par millilitre. C'est pas excessif. En Amérique ou quoi, ils ont des dosages beaucoup plus importants. Donc, on peut avoir des gens qui ont besoin de plus. Et on peut donc ajouter des patchs, des gommes, si on veut arrêter. On peut proposer la cigarette, la vaporette,
chez quelqu'un qui continue à fumer, en sachant que si on continue de fumer, un jour ou l'autre, on va revenir à la cigarette. Hein. On ne va pas rester avec la vaporette, elle sera en panne un jour, il y aura quelque chose qui ne va pas, et on a nos cigarettes et on y retournera. Donc, l'idéal, c'est que si on a une vaporette, ou si on a des patchs, c'est pareil. Le fait de fumer reste dans une période transitoire, que ce soit pour arriver à l'arrêt et non pas pour suivre avec les deux accompagnements. La cigarette électronique a l'avantage, c'est d'avoir un objet, d'accompagner, d'avoir quand même une fonction qui est intéressante. On l'a vu. Les seules substances à surveiller, enfin, qui sont, c'est le propylène glycol et le glycérol. C'est humidificateur, c'est pour le goût, c'est à des proportions importantes. Il y a des allergies au propylène glycol. Le propylène glycol est présent dans les produits de beauté, et donc on sait en général si on est allergique à ça. Les arômes sont naturels ou artificiels. Il y a un petit peu d'impureté due à l'extraction de la nicotine, des traces de nitrosamine qui sont cancérigènes, mais il y en a 500 fois moins que dans le tabac. Donc vous voyez qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'effet cancérigène. Il y a des traces de métaux, un peu plus de fer d'aluminium que la cigarette, et il y a moins de zinc et de plomb. Elles ne contiennent pas de micro de nanoparticules. Les produits irritants de la cigarette électronique sont différents de ceux de la cigarette classique, mais on n'a pas de vraies données sur le potentiel irritant, mais on sait que c'est la principale gêne. Pas de substance cancérogène connue dans le liquide lui-même, pas de monoxyde de carbone, puisque on a de la vapeur et qu'il n'y a pas de combustion. Donc un effet physiologique, c'est vasomoteur dû à la nicotine, mais c'est modeste, il y a des effets très modestes sur la tension. Il peut y avoir un assèchement, une irritation, la toux, ça c'est très fréquent. Mais c'est ORL et c'est pas bronchique. Pas de données sur la sensibilité aux infections. Il y a une baisse modérée du volume expiratoire seconde sur la capacité ventilatoire, et moins que chez les fumeurs. Pas de pneumopathie épidique. Il y a eu 2 cas publiés, mais c'était dû à des liquides particuliers hein, qui étaient graisseux. Et donc, non, ça n'existe pas, non, en normal. L'impact cérébral du propylène glycol, bon, il n'a pas été étudié. Il peut y avoir une sensation d'ébriété, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve en général. Mais si le tabac augmente les facteurs de l'inflammation, on n'a pas de données sur la vaporette. Donc on peut dire que dans une utilisation normale, très peu de toxicité. Les études montrent qu'il y a 95%, mais des vraies études, dans une thèse qui est sortie, que j'ai suivie, 95% de risques en moins avec la vaporette plutôt qu'avec la cigarette. Et ces risques, c'est plutôt des risques allergiques ou d'irritation. On n'est pas dans des problèmes de pathologie. Donc on a ces points d'allergie éventuellement, d'irritation, des flambées au niveau des gens. C'est facile de le trouver hein, sur n'importe quelle application où on parle du tabac, et puis dans la plupart il y a des petites fiches. Donc il y a le complet, mais dans notre consultation, dans l'évaluation, il suffit de poser les 2 questions, et vous avez vu, vous aurez le simplifié, vous pourrez l'imprimer, je pense, hein, parce que vous avez accès au diaporama, et donc vous pouvez imprimer déjà le simplifié pour vous. Après, il y a d'autres questions, mais avec ces 2-là, on est vraiment dans l'évaluation claire de la dépendance. Le testeur de CO, c'est facile à utiliser. Bien souvent, dans les informations qu'on fait auprès des jeunes, dans les classes, on en amène. Quand il y a des petits ateliers, on en amène des ateliers d'information. Ça les motive. C'est vraiment un outil qui est facile. C'est du matériel médical.
Donc, on va sur un site de vente de matériel médical, on marque le testeur de CO, ou ne pas confondre avec les testeurs de CO dans les pièces d'habitation, pour voir s'il y a des intoxications au CO avec les poêles à bois ou des poêles qui peuvent s'éteindre. Et donc, c'est dans les ventes de matériel médical. Il y a donc des pharmacies qui font des ventes de matériel médical et on peut le commander